L'info de ce lundi 16 juin présentée par Florent Clavel. Au sommaire, Florent, la grève reconduite à la SNCF pour ce mercredi. Et oui Julien, ainsi en ont décidé les cheminots de la CGT et de Sudrail. Et ils protestent toujours contre la réforme ferroviaire. En quoi consiste-t-elle? Quels sont les enjeux pour les usagers? On vous explique tout. Et puis nous donnerons la parole à Didier Jousse de la CGT, cheminot en Sarthe. Nous verrons avec lui les points qui fâchent le syndicat et s'il peut y avoir une issue au conflit qui dure déjà depuis une semaine. Dans la suite de l'actualité, coup de tonnerre politique à Champagné. L'élection de 15 conseillers municipaux en mars dernier a été annulée. Une modification qui fait suite à un recours déposé au tribunal administratif de Nantes. Et puis nous parlerons écologie avec les trophées du développement durable, 10 ans cette année, et solidarité avec les Jeux de la solidarité. Les syndicats CGT et Sudrail ont voté la reconduction de la grève ce mercredi à la SNCF. Le conflit dure depuis maintenant une semaine. Au cœur du mouvement, la réforme ferroviaire. Le texte est examiné depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avant d'en discuter avec notre invité, Didier Jousse de la CGT cheminot en Sarthe, je vous propose quelques clés pour comprendre en quoi consiste cette réforme. Michael Texier. Le projet est né d'un rapport coécrit par Jacques Auxiette, président de la région Pays de la Loire. Il a été présenté en Conseil des ministres le 16 octobre 2013. La réforme réorganise le chemin de fer en France, regroupant RFF et SNCF qui avaient été séparés en 1997. Naîtront deux entités nouvelles, SNCF Réseau, qui regroupera RFF et les branches infrastructure et circulation de la SNCF actuelle. Le reste sera identifié comme SNCF Mobilité. Le tout sera placé sous le contrôle d'un troisième établissement public, la SNCF, où l'État aura plus de pouvoir, dixit le ministre, l'État qui fixera les objectifs et le budget. Les objectifs sont clairement financiers. La dette de RFF s'accroît de 1,5 milliard d'euros chaque année. Les synergies industrielles créées par la nouvelle organisation pourraient stabiliser cette inflation. Par ailleurs, l'endettement de la SNCF Réseau sera plafonné. Les conséquences, elles sont notamment sociales. Ce projet de réforme prévoit une nouvelle convention collective. Elle reste à négocier avec les partenaires sociaux. Et pour parler des points de tension de cette réforme et du mouvement de grève, nous recevons Didier Jousse de la CGT cheminot en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un sujet sur cette réforme. En quelques mots, quels sont les points qui vous hérissent le poil ? Écoutez, de notre point de vue, il y a 3 points qui sont des points de blocage parce que le gouvernement prétend réformer le système ferroviaire et en affichant une volonté de réunification de ce système ferroviaire. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on passerait avec ce projet de réforme de 2 entités à 3 entités. Ça a été bien présenté dans votre document. 3 entités complètement autonomes, avec des conseils d'administration propres à chacun de ces établissements, avec des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise, même si sur ce point ça a bougé, propres à chacun de ces 3 entités. Donc on voit bien qu'avec l'apparition de Réseau Ferré de France, on a multiplié les interlocuteurs et ça a complexifié ce système ferroviaire avec des aberrations tel que celui démontré avec les nouvelles rames Régiolis qui nécessitent un rabotage des quais parce qu'ils sont trop larges. Et là, au lieu de simplifier, on va avoir 3 entités complètement autonomes, comme je le disais. Vous demandez l'inverse. Ce qui va encore multiplier les décideurs et générer encore des problèmes de communication. Des aberrations telles qu'on les a connues, qu'on les connaît, et donc des aberrations. Vous demandez une fusion SNCF, RFF. Nous, on demande une réelle réunification du système ferroviaire au travers de l'entreprise publique qu'est la SNCF. Alors il y a ce volet-là, donc pour simplifier le système, mais il y a aussi le volet de la dette du système ferroviaire qui génère des coûts importants. Alors la dette du système ferroviaire, c'est 44 milliards d'euros. On a bien vu que la création de RFF n'a rien réglé quant à cette dette. C'est 1,7 milliard d'euros versés au titre des seuls intérêts et ça ne permet pas à la SNCF de s'autofinancer pour pouvoir moderniser nos infrastructures. Et donc nous disons au niveau de la CGT, il faut que le gouvernement aussi aborde cette question-là, sans quoi il ne pourra pas y avoir de modernisation du système ferroviaire et du service public SNCF. Et il y a un point aussi qui concerne tout directement les cheminots, vous l'avez évoqué, c'est l'harmonisation du cadre social des entreprises ferroviaires. Le gouvernement, la direction d'entreprise, veut harmoniser le cadre social des entreprises
ferroviaire. Le Premier ministre dit que ça ne changera pas. Mais le Premier ministre dit que ça ne changera pas, mais ce n'est pas ce qu'on nous a dit tout au long des échanges que nous avons eus depuis quelques mois, voire un an maintenant, puisque le préalable de la direction de la SNCF et du gouvernement, c'est de dire qu'il faut harmoniser, mais ça ne peut pas se faire sur la base de la réglementation actuellement en vigueur à la SNCF, qui effectivement permet des conditions sociales décentes pour les cheminots, mais qui permet surtout de garantir la sécurité des circulations. Et pour la CGT, les choses sont claires, et les cheminots aussi, si harmonisation il doit y avoir, ça doit se faire sur la base de la réglementation actuellement en vigueur à la SNCF. Alors, d'après un sondage, 3 Français sur 4 sont contre la grève. Demain d'ailleurs, vous rencontrerez les usagers de la SNCF en gare du Mans de 6h30, de 6h30 à 8h30, c'est bien ça, pour les sensibiliser à votre combat. Est-ce que vous n'auriez pas dû commencer par ça, expliquer le but de cette grève ? Écoutez, ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant qu'on est sur ce dossier de la réforme du système ferroviaire. On a mené plusieurs actions d'ailleurs de grève par rapport à cette réforme. D'ailleurs, au passage, le gouvernement avait tout le loisir pour engager des discussions et essayer de prendre en compte un tant soit peu les revendications proposées par les organisations syndicales. Il ne l'a pas fait, ce qui nous conduit à un conflit majeur dans notre entreprise. Après, par rapport aux usagers, c'est vrai que le sujet est complexe et certainement qu'il y a encore besoin de faire preuve de pédagogie pour qu'ils mesurent que les cheminots ne se mobilisent pas pour préserver leurs acquis sociaux, comme on le dit trop souvent. Ils se mobilisent pour permettre à ce que notre service public SNCF puisse jouer pleinement son rôle dans les années à venir, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, en 30 secondes, parce que le temps file, aujourd'hui, vous n'êtes pas payé quand vous faites grève ? Non, on n'est pas payé. Vous savez, ça fait quelques grèves que je fais durant ma carrière, j'ai jamais été payé quand je fais grève. Est-ce que vous espérez tenir, parce qu'on voit le mouvement s'essouffle, taux de participation de 14% seulement ? Alors 14%, c'est les chiffres direction. De la SNCF, selon la SNCF. De la SNCF. Quand on voit la perturbation des trafics, vous pouvez, je pense, assez facilement considérer qu'il y a plus de 14% des cheminots qui sont en grève. On assiste à une opération de propagande de la part de la direction visant à amoindrir notre rapport de force. Les cheminots sont encore bien mobilisés. Alors je ne vous dis pas qu'ici ou là, il y a quelques reprises, mais on a quand même un rapport de force conséquent. Ce matin, c'était 50% des conducteurs au niveau régional qui étaient en grève. À l'établissement de maintenance du matériel, pareil, un établissement régional, plus de 30% des cheminots en grève. Donc on a un mouvement qui est ancré et les cheminots en grève, et donc vous l'avez dit dans votre reportage, ils ont reconduit la grève de 24 heures, ne sont pas décidés à baisser les bras parce que les enjeux sont trop importants. Eh bien merci Didier Jousse d'être venu sur notre plateau. Merci. Politique maintenant, avec ce coup de tonnerre à Champagné, le tribunal administratif annule l'élection de 15 conseillers municipaux. Eh oui Julien, à la suite des élections municipales de mars, un recours avait été introduit par l'équipe sortante. Le maire protestait contre la nullité de 19 bulletins de vote. Le tribunal, lui, vient de les déclarer valides. Résultat, une modification des résultats de l'élection et donc de la municipalité. Lucille Cantet. Catherine distribue de la publicité dans les boîtes aux lettres depuis 2 mois maintenant. Un métier bien loin du fauteuil de maire qu'elle occupait encore en mars dernier, date à laquelle elle perd les élections à Champagné à 4 voix près. Vraiment, j'étais désemparée, vraiment, je ne savais plus quoi faire. D'ailleurs, heureusement, j'ai mes collègues qui étaient là pour me soutenir et qui m'ont toujours soutenue là depuis le début, qui m'ont dit Catherine, il faut faire un recours. Donc, j'ai fait un recours tout de suite sur le PV. J'ai marqué que j'étais pas d'accord puisqu'il y avait des voix, que les personnes voulaient voter pour nous, mais que voilà, leur voix n'avait pas été entendue. En effet, alors que les bulletins étaient déjà arrivés dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, la préfecture demande à la candidate de les refaire, car le nom de la liste n'y figurait pas. Mais certains votants ont quand même utilisé ces bulletins reçus chez eux. Des bulletins déclarés comme nuls au dépouillement. C'est pourquoi Catherine Chevalier décide d'entamer un recours en justice. Il y a 1 mois là qu'on attendait tous les jours. Alors le résultat, non, il y a toujours rien. Et voilà, là c'est vraiment une bonne nouvelle. Les 19 bulletins à valider ont donc été validés finalement par le tribunal administratif de Nantes. Le maire élu en mars dernier, Patrick Desmézières, devrait alors perdre sa place de premier élu.
On s'attendait au résultat, c'est clair. Je veux dire, on s'attendait à une position du tribunal qui pouvait aller dans le sens du rapporteur public. La problématique, c'est que les décisions de ces tribunaux et donc de ce rapporteur public, elles sont toujours faites sans analyse. Et donc à 90%, les tribunaux suivent la décision donc du rapporteur public. Ce qui me trouve être une aberration quand même, à partir du moment où un rapporteur public est capable de faire prendre des décisions à un juge sans que je sois au minimum concerté et qu'on m'ait posé la moindre question sur la situation et de Champagné de ce processus électoral. Celui que l'on appelle encore Monsieur le maire organise demain une réunion publique à ce sujet. Il n'a pas encore choisi de faire appel ou non de la décision. Il attend pour cela d'obtenir tous les éléments du jugement. Politique toujours, sans surprise, Jean-Claude Boulard mènera la liste PS au sénatorial de septembre prochain. La liste qu'il conduira a été validée par le Conseil fédéral ce lundi soir. 61 votes pour, 3 contre, 5 non. Jean-Claude Boulard en tête de liste donc. Viennent ensuite Nadine Grelet-Certenay, première adjointe au maire de La Flèche et conseillère générale. Christophe Chaudin, maire de Conneré et conseiller général aussi. Muriel Cabaret, conseillère régionale. Et Christophe Frouillon, maire de Coulennes et conseiller général. Cette liste sera soumise au vote des militants sartois du Parti socialiste. Ce sera lors d'un vote interne le jeudi 26 juin. Sablé-sur-Sarthe va bénéficier d'un nouveau dispositif d'aide de l'État. 2 quartiers plus précisément, Montreux et La Rocade. Ils rejoignent les 1300 quartiers prioritaires qui existent en France. Cette nouvelle carte remplacera tous les zonages et dispositifs existants, ZUS et autres ZFU. Un seul critère, celui de pauvreté. Reportage à suivre demain dans le JT. Les CFA tirent la sonnette d'alarme. Les centres de formation d'apprentis du bâtiment craignent que leur activité ne soit en péril. En cause, insuffisamment de patrons pour les apprentis. À terme, c'est même les professions du bâtiment qui pourraient s'en mordre les doigts. Mickaël Texier. Des casques jaunes, une image symbolique, une opération nationale pour alerter les patrons du bâtiment, trop frileux avant d'engager un apprenti. Ce n'est pas les patrons qui sont en faute, c'est la situation générale du bâtiment aujourd'hui qui fait qu'il est compliqué pour un patron qui a 2 mois de visibilité devant lui de décider d'embaucher un apprenti pour les 2 ans ou 3 ans qui viennent. Donc c'est une décision qui est compliquée et ça je crois que tout le monde peut le comprendre. Du coup effectivement c'est vraiment le système de formation de la profession qui est en péril. Dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, vous allez avoir une reprise de l'activité. Il faudra bien avoir de la main-d'œuvre qualifiée et si on ne l'a pas formée 2 ou 3 ans avant, on ne l'aura pas. On a déjà connu ça sur d'autres crises du bâtiment il y a quelques années en arrière. Je ne voudrais pas que ça se reproduise. CFA, Fédération professionnelle, délivre le même message, un appel à soutenir la formation des apprentis. Aujourd'hui en France, 20 000 jeunes cherchent une place. La baisse des effectifs est de 30% cette année au CFA du bâtiment au Mans. Les trophées du développement durable fêtaient cette année leurs 10 ans d'existence durable des collèges de la Sarthe. Oui, la présentation des projets menés tout au long de l'année a eu lieu à l'abbaye de l'Épau. Aujourd'hui, 300 collégiens de 11 établissements réunis. Comment réduire les emballages, comment consommer mieux ou moins, voilà quelques-uns des thèmes abordés. Le collège de Vibray a reçu un prix récompensant 10 années de travail. Le collège Léo Delibes de Fresnay a reçu celui de l'année 2013-2014. Écoutez Denis Marmier, il est professeur d'histoire-géographie au collège Bollé à Mulsanne. Selon lui, le développement durable fait son chemin dans les esprits. Ils sont concernés, ils sont bien plus concernés que pouvaient l'être des gens de ma génération. Ça, c'est sûr. Les gestes simples, ils les ont mis en place dans le collège. Ils ont mis, par exemple, des poubelles de recyclage dans le poubelle. Et c'est des choses qui font partie de leur environnement, de leur monde. Donc, ils sont vraiment préoccupés par ces questions-là. Donc, c'est des thèmes qui sont porteurs. Du côté de l'île au sport, avaient lieu ce samedi les traditionnels Jeux de la solidarité. Des jeux qui se déroulent une fois par an depuis 5 ans. L'occasion de faire découvrir différentes pratiques sportives à des enfants des quartiers défavorisés du Mans, mais également à des adultes handicapés. Au menu, une journée en plein air, un repas préparé en commun et des activités sportives comme le football, le volley, l'athlétisme ou encore la pétanque. Je vous propose d'écouter tour à tour Bernard Sibera, président du comité départemental sportif et olympique, et Adèle Kishni, éducateur. On sait que c'est un facteur déterminant d'abord dans la vie sociale, parce qu'on arrive à croiser des gens qu'on ne croiserait pas autrement. Et puis deuxièmement, je dirais que pour la santé, c'est aussi un élément important. L'alimentation, la pratique d'activité physique sont en relation avec la santé, ça c'est incontestable. Ils sont contents de passer une journée sportive et
voilà, et de voir même d'autres activités qu'ils ne connaissent pas. Et l'objectif, c'est qu'après, pour ceux qui ne pratiquent pas, on essaie de les orienter vers d'autres clubs ou vers d'autres associations pour qu'ils puissent continuer l'activité qu'ils ont aimée aujourd'hui. Voilà. Et on termine ce journal avec une triste nouvelle, c'est le décès d'Hervé de Colombel. Hervé de Colombel était une figure du paysage culturel sartois. Il est décédé à l'âge de 57 ans à l'hôpital de Bordeaux dans la nuit de dimanche à lundi. Hervé de Colombel avait notamment été directeur du centre culturel Le Vivoin, directeur de la culture au Conseil général de la Sarthe. Il créera également le centre culturel de la Sarthe, restructurera le musée des 24 heures du Mans. Un soutien sans faille aussi du festival de l'Épau. Lors des dernières élections municipales, Hervé de Colombel était devenu directeur de cabinet de Claude Olive, maire d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'information sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Florent, nous parlons du LIOM. Oui, du LIOM pour les journées de la parole, voilà, qui aura lieu au Palais des Congrès du Mans. Avec Yannick Estève, directeur du LIOM, et Carole Laillé, post-doctorante au laboratoire d'informatique. Le LIOM, les journées d'études de la parole. À tout de suite.